Dans la première question, on se demandait si on aurait pu mesurer l'absorbance à 445 nanomètres plutôt que la longueur d'onde choisie, soit 460 nanomètres. Alors la réponse est non, parce qu'il faut, pour avoir des résultats les plus précis possibles, il faut régler l'appareil à la longueur d'onde qui se trouve dans la région d'absorption maximale de l'échantillon. Ici, ça serait 460 nanomètres pour le complexe spirito-cyanate. En choisissant 460 nanomètres comme longueur d'onde, ça va diminuer l'influence des impuretés dans la solution et de leur possible interférence. Ça veut dire qu'on va seulement mesurer l'absorbance du complexe ferritiocyanate, l'ion absorbant, et les autres ions colorés comme l'ion ferrique vont prendre moins d'importance. Alors, si on se trouve à mesurer l'absorbance à 445 nanomètres, la lumière absorbée par l'échantillon sera moins grande et donc la concentration va donc être faussée aussi. Et si elle se trouve à être trop petite, ça se peut qu'on ne puisse même pas la détecter. Dans la question 2, on cherche à savoir comment varie la pression de E et F quand le volume augmente. Puisque le volume augmente, la pression diminue. La réaction directe est alors favorisée puisque le produit est formé de plus de moles, ce qui aide à augmenter la pression pour rétablir l'équilibre. Ainsi, la concentration du produit devrait augmenter et celle du réactif devrait diminuer. C'est en faisant apparaître les pressions de E et de F dans la formule du KC à l'aide de la relation de PV égale NRT, soit la loi des gaz parfaits, que nous concluons que la pression de E diminue et que celle de F augmente. Ceci est dû au fait que le rapport devrait toujours donner la même constante d'équilibre de concentration, tant que la température ne change pas. Enfin, cette relation nous montre que si KC ne varie pas, KP ne change pas non plus, puisqu'ils sont proportionnels. On continue avec la question 3 qui demande si reformation d'un solide dans un mélange aqueux de nitrate de magnésium et de carbonate de sodium. On va commencer par écrire les équations ioniques. Le nitrate de magnésium aqueux va nous donner des ions de magnésium 2+, et des ions de nitrate de charge moins. Pour balancer l'équation, ça va être important aussi de rajouter le coefficient stoichiométrique de 2 devant l'ion nitrate. Ce sera exactement le même principe pour le deuxième sel. Enfin, on peut rajouter les concentrations initiales des ions en tenant compte des rapports de proportionnalité. Après ça, on peut trouver les nouveaux sels formés en combinant les ions obtenus. Donc, ça va nous donner du carbonate de magnésium et du nitrate de sodium. Ici, on remarque que le seul des deux produits qui a une constante de solubilité, c'est le carbonate de magnésium, donc on va indiquer en indice que c'est un solide. On peut donc écrire son équation à l'équilibre avec les concentrations initiales qu'on avait notées au début pour trouver le QPS. L'équation du QPS va être le produit des concentrations de l'ion magnésium et de l'ion carbonate. Le réactif n'est donc pas pris en compte puisqu'il est solide. Ça va donner 1,9 fois 10 à la moins 7. Ensuite, pour savoir s'il va y avoir formation d'un précipité, il va falloir comparer la constante de solubilité avec le QPS qu'on a obtenu. Donc, puisque la constante est de 6,82 fois 10 à la moins 6, on remarque que notre QPS est inférieur au KPS et que, afin de rétablir l'équilibre dans cette réaction-là, il va falloir qu'on se déplace vers la droite. Ça veut dire que la réaction directe va être favorisée. En conséquence, il n'y aura pas formation d'un solide parce que ce sera la formation des ions, donc des produits, qui va être favorisée dans ce cas-ci. Alors, dans la question 4, on demande d'analyser des erreurs dans un problème qui cherche à calculer le nombre de moles de chaque espèce en réaction lorsqu'elle cesse d'évoluer. On nous indique que la réaction est exothermique. Alors, selon le principe de Châtaillier, la réaction va aller vers la gauche. Alors, il y a une première erreur ici. La réaction va être inverse, ce qui veut dire que les réactifs vont être favorisés. Donc, on a les signes qui vont changer également. Ensuite, l'équation mentionne que B et D sont des liquides, alors ils ne vont pas être pris en compte dans l'équation d'équilibre. Il y a également une erreur dans les concentrations inscrites dans le tableau. Dans la question, on mentionne le nombre de moles pour A, B, C et D dans un volume de 400 litres. Et alors, pour trouver la concentration, il faut diviser les nombres de moles par 400 litres pour avoir la véritable concentration en moles par litre initialement. Ensuite, le QC va être trouvé à partir des concentrations qu'on va avoir trouvées. Alors, on va diviser la concentration initiale de C par celle de A. On peut avoir apparaître à droite les concentrations pour chaque. Alors, on va trouver un QC qui va être supérieur à la constante. Alors, ce qui va nous indiquer que c'est une réaction inverse encore une fois. En utilisant la constante de concentration avec les bonnes valeurs, on va pouvoir diviser la concentration initiale de C moins X par la concentration initiale de A plus X. Et en isolant le X, on va pouvoir trouver un X qui va être égal à 0,192. Ensuite, on va utiliser le même principe qui a été fait dans le problème. C'est juste qu'on va utiliser les bonnes valeurs de concentration initiale. Pour le B et le D, ça va rester pareil parce qu'ils ne sont pas pris en compte dans la réaction à l'équilibre. Et ensuite, pour trouver le nombre de moles à l'équilibre, on va multiplier par le volume de la solution, soit 400 litres. Et ensuite, on va
arrondir à 3 chiffres significatifs pour avoir la réponse finale. Soit 837 mol pour le A, 1100 mol pour le B, 7,30 mol pour le C et 80 mol pour le D.